bienvenue ici porte de Versailles à Paris. Agriculture, un salon inédit, c'est le titre de cette voie libre Languedoc-Roussillon, Midi-Pyrénées. 60 producteurs, 50 éleveurs de notre grande région sont ici, vous les verrez tout au long de cette émission, parce que, comme chaque premier samedi du mois, nous nous retrouvons, Stéphane, pour une émission commune. Bonjour à vous. Et nous faisons chambre commune avec toujours le même ordre ternaire, la valse à 3 temps, des émissions d'1 heure, puisque pour aborder le thème de l'agriculture, 3 chapitres ont été décidés. La première question, l'agriculture, est-ce seulement un souvenir français? Va-t-on donner quelques larmes à Monsieur Méline, ce grand personnage de l'agriculture française et de la Troisième République? Une deuxième question, plus d'actualité, le terroir, est-ce vraiment une notion d'avenir pour l'agriculture régionale et nationale? Et pour terminer, on parlera de cette grande région, ces 13 départements, quelle dynamique au pluriel pour ce nouvel ensemble territorial, Patrick? Et avec nous pour en débattre 4 invités, alors un agriculteur évidemment, Mathieu Rodier, bonjour. Bonjour. Vous représentez le syndicat des jeunes agriculteurs et vous êtes éleveur en Lozère, c'est ça? Tout à fait, donc je suis éleveur en race Aubrac et en caprin lait sur le plateau de l'Aubrac et je suis secrétaire général des jeunes agriculteurs de la Lozère. La Lozère, le pays des sources, qui nous amène directement au Lot avec un élu. Bonjour, monsieur Labarthe. Bonjour. Vous êtes lotois, vous êtes ici parce que vous êtes le vice-président de la région chargé de l'agriculture et de l'enseignement agricole. Je sais que vous y tenez et on en parlera dans l'émission. J'y tiens, je suis aussi agriculteur. Parfait. L'expertise, le recul historique et sociologique, ce sera avec vous, François Purseigle. Bonjour. Bonjour. On peut vous qualifier de sociologue des mondes agricoles, c'est ça? Effectivement, je suis enseignant-chercheur à l'ENSA de Toulouse, à l'Institut national polytechnique de Toulouse. Et pour terminer le tour de table, bonjour François Vintelon. Bonjour. Alors, c'est un institut qu'on ne connaissait pas en Languedoc puisque vous êtes chargé de mission à l'Institut régional de la qualité agroalimentaire. Autant dire que vous êtes un petit peu le serveur de nos palais, des papilles gustatives. Vous y contribuez avec la profession. On peut dire les choses comme ça, oui. Merci. Alors agriculture, un salon inédit, c'est donc le thème de cette émission. Le week-end dernier, ici même, on a vu un président de la République chahuté qui a évité de justesse une bouse de vache. On a vu des stands démontés, voire souillés. Alors Mathieu Rodier, est-ce qu'on peut dire que votre profession est vraiment à bout de nerfs? Moi je crois qu'aujourd'hui on peut dire que notre profession est vraiment à bout de nerfs. Aujourd'hui je pense que tous les éleveurs de France, tous les agriculteurs de France sont des agriculteurs passionnés, qui sont fiers de faire leur métier. On démontre aujourd'hui ce salon qui est de nouveau, on va dire, magnifique. Sauf qu'aujourd'hui, les contraintes, la conjoncture font que les agriculteurs sont dépassés, sont dans le désarroi. Vincent Labarthe, vous avez une double casquette. Vous êtes un agriculteur, vous êtes un élu. Comment vous vivez ça justement à travers les messages que vous portez à la profession? Vous êtes bien accueilli quand vous allez sur les exploitations, on vous dit oh, les politiques, ça suffit. Oui, bien sûr, c'est un message qu'on entend. Les politiques, ça suffit. Pour autant, tous les secteurs de l'agriculture ne se portent pas mal. On parle plutôt du lait, de la viande et de la production porcine pour lesquelles les difficultés sont vraiment prégnantes. Et j'avoue que c'est difficile parce qu'en plus, on ne voit pas de bonnes perspectives pour l'avenir. Pour autant, il faut que chacun se batte et surtout, il faut aussi encourager la jeunesse à s'engager dans ce métier parce que nous aurons besoin d'agriculteurs à l'avenir. On le sait, il y a des cycles dans l'agriculture comme dans d'autres secteurs de l'économie et il faut que des jeunes s'y engagent pour pouvoir aussi porter l'agriculture de ce pays. François Purseigle, est-ce qu'on a déjà vu une telle tension, notamment sur un salon de l'agriculture? Disons que la crise est profonde, au-delà des crises économiques, conjoncturelles, qui parfois sont même structurelles, s'ajoutent des crises morales, sociales. La plupart des agriculteurs sont controversés dans leurs pratiques. Et puis au-delà de la crise économique, il y a une crise autour de la transmission du métier. Bon nombre d'enfants d'agriculteurs ne souhaitent pas forcément reprendre l'exploitation des parents. Donc on ne traverse pas une crise économique de la même manière à raison de ces enjeux-là, en raison de ces situations-là. C'est peut-être plus compliqué qu'hier. Et puis, on est dans une situation où les agriculteurs sont de plus en plus minoritaires dans la société française, minoritaires dans les espaces sociaux. Donc, quand vous êtes en situation de minorité, vous ne traversez pas la crise, les crises, parce qu'il n'y a pas une crise agricole, il y a des crises aux fondements divers et aux solutions diverses. François Vintelon, lorsque vous allez rencontrer le monde agricole pour l'accompagner, le conseiller, est-ce que vous ressentez aussi cette morosité, c'est-à-dire le no futur des Américains des années 80, no futur? Je ne parlerai pas de nos futurs. Je crois qu'effectivement, il y a un sentiment difficile aujourd'hui, mais s'agissant spécifiquement des signes, des productions sous signes officiels de qualité, on peut s'apercevoir que
les notions d'isolement, de mise à l'index auxquelles M. Purcell faisait référence sont ressenties de façon moins importante par ces producteurs. Et ils ne sont pas producteurs de lait, ils ne sont pas producteurs de viande, ils sont producteurs de noix de Bigorre, ils ne sont pas producteurs de vin, ils sont producteurs de minervois, ils sont producteurs de pique-poule, de pinot. La nature des produits qu'ils proposent aux consommateurs leur donne sans doute une identité et une fierté différentes. La fierté, c'est aussi ces belles bêtes comme cette vache qu'on vient de voir dans le stand, dans le hall 1. Évidemment, les producteurs de notre région sont en force sur ce salon. Alors l'agriculture n'est-elle qu'un souvenir français, une image d'Épinal, un pan nostalgique de notre histoire, ou alors est-elle toujours vivace, vivante? Ce sera la question que nous allons poser dans la première partie de l'émission. Mais posons tout d'abord les choses avec notre nouvelle grande région qui compte désormais 152 000 salariés dans l'agriculture. Nous sommes la deuxième région de France pour l'emploi agricole. Une grande région, Languedoc-Roussillon, Midi-Pyrénées, qui compte 78 000 exploitations, Stéphane. Oui, on va se retourner vers le sociologue. Alors, on a évoqué Méline, on aurait pu convoquer d'autres grandes figures de l'agriculture. Est-ce que vraiment, il y a une passion française pour l'agriculture? À lire Brodel, on croit que c'est une passion débordante et dévorante. Oui, la paysannerie est une construction sociale, une construction politique. Il ne faut pas oublier que si on a aujourd'hui 460 000 exploitations en France, c'est parce qu'on l'a voulu. Et il ne faut pas oublier ça. Si on veut demain des agriculteurs, il faut le dire, il faut le vouloir, il faut mettre en place des politiques publiques pour accompagner ces agriculteurs dans des phases qui sont, comme aujourd'hui, parfois difficiles. Effectivement, les agriculteurs ont été choyés par la République française. Il ne faut pas oublier que le paysan a été pendant très longtemps le symbole de la République française. Le laboureur paysan, pour parler de l'imagerie de la Troisième République. Et la République a fait du paysan un petit propriétaire, a fait du paysan celui qui allait garder le territoire. Et c'est aussi pour ça qu'on trouve encore bon nombre d'agriculteurs maires de leur commune, puisque au-delà de l'activité de production, l'agriculture, c'est bien plus que ça. Rapidement, est-ce que les lois de 60 et 62 n'ont pas changé la manière de penser l'agriculture? On dit que c'est souvent le point d'inflexion de la manière de penser l'agriculture peuplante du territoire. Elle l'a pensé, elle l'a structuré. Grâce aux lois de 60-62, on a mis en place des politiques de structure, on a mis en place des dispositifs qui ont permis aussi d'installer des jeunes, de contrôler les structures, de mettre en place les groupements d'action en commun. On a pu mettre en place aussi les groupes de formation, les groupes de développement. Donc les lois de 60-62 sont effectivement des lois très importantes qui ont marqué le paysage. Il faut peut-être aujourd'hui les dépasser. Pourquoi? Parce que le contexte a bel et bien changé. Votre regard d'agriculteur, Mathieu Rodier, sur ce qui a changé aujourd'hui ou l'évolution de votre profession? Enfin, moi, ce que je voulais dire, pour rebondir un petit peu à ça, c'est que bien entendu, demain, la France aura encore besoin d'agriculteurs. Et je ne pense vraiment pas que l'agriculture soit un souvenir français. Je pense qu'il y a eu beaucoup de reportages autour de ce salon sur justement la formation, sur le nombre de jeunes installés, et on voit que ce sont des filières où il n'y a pas un manque d'élèves, bien au contraire, il y a de plus en plus de jeunes qui veulent faire ce métier-là. On va dire en 2014, c'est quasiment 13 000 jeunes qui ont fait cette voie-là. Donc si les jeunes font le choix de l'agriculture, c'est vraiment qu'ils y croient. Après, bien entendu, ça sera peut-être une agriculture qui va évoluer. Mais, comme vous l'avez un petit peu dit, c'est que si on veut de l'agriculture en France, il va falloir donner à ces jeunes les moyens de s'installer. Et aujourd'hui, j'ai presque envie de dire, un peu le parcours du combattant. Et c'est peut-être dès, on va dire, l'entrée du jeune dans cette profession-là que les ennuis commencent. On veut des jeunes, mais aujourd'hui, on s'aperçoit que la DGA, une petite aide qui est versée... Dotation des jeunes, dotation des jeunes agriculteurs, une aide qui est versée aux jeunes agriculteurs, ainsi que les prébonifiés, mais on s'aperçoit qu'elle est diminuée par rapport à avant. Donc si on veut des jeunes performants et qui représentent bien l'agriculture française, donnons-leur les moyens. Voilà. Vincent Labarthe, justement, on a l'impression que si on n'est pas issu du monde agricole, c'est quasiment impossible de s'installer vu le niveau d'investissement que ça demande. C'est une difficulté supplémentaire. Des outils existent, et pour rebondir sur le débat en d'autres termes, moi je crois qu'il faut conserver la main de l'homme. C'est la main de l'homme qui a effectivement fait l'acte de production qu'il ne faut surtout pas oublier. La première vocation de l'agriculture, c'est la production. Cet acte de production, il faut le mettre au cœur du débat.
Mais il y a aussi la production de biens publics, qu'on oublie trop souvent, et qui sert d'une manière transversale les intérêts de ce pays, et particulièrement de notre région, qui n'a pas des terres profondes comme on peut le trouver dans d'autres secteurs français. Donc on a besoin d'avoir ces hommes qui restent en place sur les territoires. Et aujourd'hui, effectivement, en ne remplaçant qu'un actif sur 4 dans ce milieu-là, alors que la moyenne française est de 1 actif sur 5. Donc on est encore meilleur chez nous, mais pour autant, on touche un seuil qui devient critique. Et il faut trouver les outils et les moyens, effectivement, pour installer ces jeunes. La régionalisation des politiques d'installation, je l'espère, arrivera à y contribuer. On va regarder un chiffre. Penchons-nous sur le chiffre du nombre d'installations entre 2011 et 2013. Il y en a eu 2100. Est-ce qu'on sait, François Purseigle, qui sont ces jeunes qui s'installent aujourd'hui? On a dit tout à l'heure, on a parlé du modèle familial. Est-ce que ce sont encore beaucoup de jeunes issus de familles de paysans ou est-ce que ça tend à se diversifier dans notre région? Majoritairement, ce sont des enfants encore d'agriculteurs. Mais on a aujourd'hui 30% de jeunes ou moins jeunes qui sont qualifiés de hors cadre. Quand on regarde de près, parmi ces 30% de dits hors cadre familiaux, vous avez à peu près simplement 10 à 15% de véritablement néo-paysans. Après, dans ces 30%, vous avez des jeunes qui sont cousins, petits-fils d'agriculteurs, collatéraux, qui s'installent. Mais il est vrai que la profession a du mal à s'auto-reproduire, à puiser dans ses propres viviers pour renouveler complètement la profession, d'où la nécessité de faire entrer des jeunes qui ne sont pas issus du milieu, d'où la nécessité aussi de réinventer des dispositifs d'aide et d'accompagnement à l'installation. Et là, pour le coup, les collectivités territoriales sont en mesure d'appuyer et d'accompagner les jeunes, et pas forcément que les jeunes, parce qu'il n'y a pas que des jeunes qui s'installent, il y a aussi des personnes qui ont 40, 50 ans, et ça, c'est quand même intéressant. C'est quoi, c'est la reconversion professionnelle? Oui, c'est intéressant de voir que ce métier est désiré, et il fait partie aussi, parfois, d'un parcours professionnel très divers. L'agriculture, ça peut être une étape dans un parcours professionnel beaucoup plus complexe qu'hier. On va croiser les regards. Mathieu, pour s'installer en bovin viande, comme vous l'êtes, vous, sur le département de Lozère, combien il faut pour pouvoir avoir une exploitation à peu près viable? Aujourd'hui, j'ai pas forcément envie de donner de chiffres. Mais ça éclaire la difficulté pour nos téléspectateurs qui ne sont pas issus du monde agricole. C'est beaucoup d'argent. Oui, c'est beaucoup d'argent. Ça a été énuméré avant, c'est de la transmission, c'est des fermes qui sont de plus en plus lourdes à transmettre économiquement. Mais aujourd'hui, voilà, ça dépend, on peut partir, s'installer dans différentes branches. Donc, je veux dire, il n'y a pas vraiment on va dire, de moyenne ou de chiffres clés. Après, c'est sûr qu'une exploitation en bovin viande comme les nôtres, c'est des exploitations, on va dire, à lourds capitaux, donc c'est difficile de transmettre. Alors, eux y croient, en tout cas, et ils ont choisi d'embrasser cette profession d'agriculteur. Nous sommes allés à la rencontre des élèves du lycée agricole d'Osville, près de Toulouse, en Haute-Garonne. Ils savent que la partie n'est pas gagnée d'avance. Regardez ce reportage de Julie Valin et Frédéric Dess. Ils ont entre 17 et 19 ans. Jean-Baptiste, Maxime et Alexandre sont fils d'agriculteurs. Ils ne se sont jamais vraiment posé de questions sur leur avenir professionnel. Être paysan, c'est une évidence. Jean-Baptiste veut reprendre le vignoble familial à Agde, dans l'Hérault. 40 hectares de vignes que ses parents lui ont transmis. Je trouve que c'est important pour moi de ne pas laisser tomber ce que mon grand-père et ce que mon arrière-grand-père et ce que mon père a fait. Il ne m'a jamais poussé à faire ce métier, il m'a dit choisis-le, réfléchis bien. La transmission familiale, voilà un critère primordial pour ces jeunes. À 17 ans, Alexandre est lui aussi sûr de son choix. Il sera éleveur de vaches à viande dans le Tarn, comme son père. Dans sa classe, ils ne sont que 3 sur 25. Souvent on entend qu'on a du courage, parce que c'est quand même un métier très contraignant. Il faut passer du temps et tout ça. Mon point de vue, quand on se fait plaisir, on prend soin des bêtes. Du plaisir, un mot qui revient souvent dans la bouche de ces futurs agriculteurs, ce qui ne les empêche pas d'avoir un projet de formation bien précis. Je partirai sur un BTS en production animale et j'aimerais me complémenter avec une licence pro sur du machinisme pour toujours dans cette optique, voilà, les temps sont durs, donc si ça ne marche pas, déjà pouvoir se réorienter et même pouvoir rentrer avec beaucoup de bagages.
Maxime habite dans l'Aude. Lui se spécialise dans la production céréalière. À la fin de ses études, il reprendra l'exploitation de son oncle, un choix mûrement réfléchi. Si on veut pas arracher. Je suis conscient des inconvénients et des avantages. Le principal avantage, c'est de se sentir pas important, mais d'avoir une place dans la société, quoi, en la nourrissant. L'inconvénient, c'est le temps, il faut du temps. Ça prend beaucoup de temps. Ces agriculteurs de demain sont pleins d'espoir, ancrés dans la réalité malgré un quotidien difficile. Chaque année, quelques 10 000 jeunes agriculteurs s'installent en France. Alors qu'on se promène du côté du Haut-Rhin avec les animaux, Vincent Labarthe, vous êtes le vice-président de la région. Qu'est-ce que la région peut faire pour donner une réponse à ces jeunes gens qui cherchent, mais qui ont trouvé la voie et qui parfois sont un peu inquiets? Mais tout ce qu'elle fait jusqu'à présent, peut-être en le faisant un peu mieux, je l'ai un peu dit tout à l'heure, mais c'est dans la création d'outils qui vont favoriser l'installation, parce que là, nous avons en fait des jeunes qui ont un outil déjà existant. Il faut les accompagner, surtout ne plus fabriquer d'agriculteurs, parce qu'on a beaucoup trop d'agriculteurs qui souffrent de leur métier et qui en parlent pas de la meilleure des manières. Donc il faut des gens qui y croient. Et la jeunesse y croit. On a effectivement beaucoup d'installations qui se font maintenant en seconde carrière. Donc il nous faut des outils qui soient flexibles. Alors quels sont ces outils? Parce que ces gens-là ont besoin de réponses. Bien sûr, les outils que nous devons fabriquer, que nous n'avons pas encore, c'est tout ce qui va tourner autour de la problématique foncière, qui est aujourd'hui très prégnante sur notre région, avec l'étalement notamment urbain, qui est un souci. Donc établissement foncier pour la région? Établissement foncier peut-être, je ne peux pas encore vous dire quelle sera la solution exactement, mais nous qu'est-ce avons... que vous souhaitez vous avez des idées? Oui, l'établissement foncier est peut-être une bonne réponse, mais nous avions aussi un outil de portage en Midi-Pyrénées qui fonctionnait relativement bien, mais qui n'a pas été approprié. La profession ne se l'est pas appropriée, donc il faut peut-être aller un peu plus loin. Alors on vient de parler du foncier. Avant de vous donner la parole justement pour analyser tout ça, François Purseigle, on va jeter un œil sur la configuration de nos campagnes. Languedoc-Roussillon, Midi-Pyrénées compte près de 3000 communes de moins de 500 habitants, 2962 exactement. Alors ce territoire rural, François Purseigle, est-il encore principalement agricole ou de moins en moins ? Ah non, il est davantage ouvrier, il est davantage marqué par des activités de service, des activités tertiaires. Les agriculteurs sont une minorité parmi d'autres au sein de la société, je l'ai dit tout à l'heure, mais au sein des espaces ruraux. Et c'est là que les problèmes aussi se construisent, se nourrit la controverse. Ils sont en minorité, ils sont malgré tout quand même assez bien représentés encore dans les collectivités territoriales, assez bien représentés notamment dans les mairies. 14% des maires sont encore des agriculteurs. Ça, c'est quand même pas inintéressant. Ils ne représentent plus que 3% de la population active. Donc, on voit bien quand même que les ruraux sont attachés... Excusez-moi, est-ce qu'il faut encore une majorité parlementaire comme Bertrand Hervieux l'avait montré dans l'archipel paysan? Ou est-ce que c'est fini ce rôle de lobby pour dire on peut déterminer une majorité à Paris? Ou c'est fini ça? Ce qui est sûr, c'est que les agriculteurs représentent 8% du corps électoral. Vous avez certes 3% de la population active qui correspond en fait aux exploitants, mais vous avez des retraités de l'agriculture et vous avez des conjoints de l'agriculture qui votent. Donc l'électorat agricole, c'est bien plus que des agriculteurs qui exercent le métier. C'est beaucoup plus compliqué que ça, les politiques le savent, et effectivement, on a des conjoints, des retraités qui sont affectés par les politiques publiques. Il y a moins de paysans dans nos campagnes, selon vous, Mathieu Rodier, de votre regard? Alors, il se peut qu'il y ait moins de paysans qu'à une époque. Moi, je pense qu'il faut peut-être arrêter de sectoriser en disant dans les campagnes, il y a moins de paysans. Je pense que ce n'est pas comme ça qu'il faut le voir. Je pense qu'aujourd'hui, l'agriculture, ces 3 jeunes qu'on a vus, combien ils vont induire d'emplois derrière eux? Combien de personnes, combien de foyers ils vont faire vivre dans leur tissu rural? C'est comme ça qu'il faut le voir. Aujourd'hui, c'est plus de 4 millions d'emplois induits en France par l'agriculture. Si un boulanger, si un médecin, quel secteur arrive sur la campagne, ok, il va rendre un service au monde agricole, mais vice-versa. Moi, j'ai envie de dire que finalement, chaque consommateur, il faut qu'il se sente un petit peu agriculteur. Un mot avec vous, Vincent Labarthe. Justement, on parlait de souvenirs français. Vous la voyez dynamique encore, cette campagne de la région Languedoc-Roussillon Midi-Pyrénées. Vous la voyez avec de multiples projets. Regardez au-delà et au-devant, comme diraient les Catalans. Oui, bien sûr. Et non seulement je l'imagine, mais je la souhaite. Et là, encore une fois, on va
très certainement avoir une politique comme on a eu depuis longtemps, qui va aussi se baser sur l'origine des productions, qui est chez nous très forte. Nous sommes la première région d'Europe en production sous signe de qualité. Nous en avons aujourd'hui 250. Et ce sont des productions qui ne sont pas délocalisables. Et je rejoins les propos qui ont été tenus, parce que l'agriculture, elle a aussi cette vocation d'aménager le territoire. Donc il faut tenir des actifs partout. Et en ayant une politique de soutien aux signes de qualité, c'est principalement une chance qu'on donne au territoire de pouvoir maintenir ces actifs. Monsieur Bentalon, pour conclure cette partie-là, vous aussi, vous sentez tous ces signes de volonté, de projet, de non-résignation du peuple paysan? Oui, je crois. Et puis, on le sent et on le mesure. Depuis que le dispositif des signes officiels de qualité est encouragé par les pouvoirs publics et à plus forte raison par la région Midi-Pyrénées à notre échelle régionale, on voit bien que depuis 1992, date à laquelle nous avons commencé à mesurer la part que représente la valeur de la production sous signe officiel de qualité dans le chiffre d'affaires de l'agriculture régionale, on a progressé et passé de 7 à 25% du chiffre d'affaires dans cette durée-là. Excusez-moi. Allez-y, je vous en prie. On a parlé tout à l'heure de dispositifs, on a parlé d'accompagnement, on a parlé d'histoire. La première appellation d'origine dans notre région, c'est 1925, c'est le Roquefort. Il est là, sur la table. Il est là sur la table. C'était finalement au début du siècle dernier. Et aujourd'hui, 90 ans plus tard, on s'aperçoit qu'il n'y a pas de dispositif plus pertinent, plus efficace pour informer les consommateurs, garantir... Regardez-moi ce beau Roquefort à l'antenne. Garantir la typicité, la qualité, l'origine de nos produits. On va en parler justement. Oui. Alors, on a vu... Hein, il y a vos amis de la Peña qui arrivent déjà. Oui, ce Roquefort me met en appétit, m'a un peu perturbé. Alors, on a la réponse à notre première question. Allez, l'agriculture n'est évidemment pas qu'un souvenir chez nous dans la région. On va justement s'intéresser maintenant aux moyens de continuer à faire vivre ce souvenir et à faire vivre mon oreillette qui sort de l'oreille. Alors le terroir, on a parlé terroir, est-il l'avenir de l'agriculture, une porte de sortie peut-être même à la crise? Bref, ne doit-on pas se recentrer sur la valeur traditionnelle de nos produits? C'est la question que nous posons pour cette deuxième partie, toujours ici au Salon de l'Agriculture à Paris. Alors justement, le terroir, est-ce que ce sont des notions qui participent à la fierté? Tout à l'heure j'ai dit paysan. On doit dire paysan ou agriculteur. Est-ce que ça participe à cette notion de fierté, d'être d'un terroir, d'être enraciné? La figure du paysan est davantage une représentation sociale et politique qu'une réalité sociale et politique actuelle. Les paysans sont bel et bien morts avec la modernisation. Aujourd'hui, on a une pluralité de mondes agricoles. On a à côté des agricultures familiales, des agricultures aussi de firmes, d'entreprises. Ouais, mais pour venir sur la conquête ou la reconquête du terroir, est-ce que c'est un élément de fierté pour le monde agricole? Oui, c'est l'un des éléments de fierté, mais tout ne passe pas non plus par le terroir. C'est peut-être un peu plus compliqué que ça. Le terroir, les signes officiels de qualité sont une réponse parmi d'autres. Vous avez des agriculteurs qui souhaitent avoir d'autres réponses en termes de marché, en termes économiques à leur production. Ils jouent d'autres cartes. On a une complexité, une diversité de situations. Le terroir en est une parmi bien d'autres. Mathieu Rodier. Oui, donc moi la première chose, déjà par le mot terroir, bien entendu, moi je suis très attaché à ce terme. Je pense que c'est, on va dire, une des voies, une des bonnes voies pour développer l'agriculture en France. Mais quand on entend terroir, on ne veut pas parler de paysannerie ou de terroir. Oui, il y a de la modernité aussi dans le mot. On veut parler de, nous les jeunes, on veut du terroir moderne. On veut produire avec les nouveaux moyens qu'on nous donne, tout en étant enracinés, tout en étant fiers de ce qu'ont fait nos anciens. Après, le terroir signe de qualité, donc bien entendu, je pense que ce qu'il faut peut-être arrêter de penser, c'est, on va dire, la vision plus globale des produits français, de l'agriculture française. Parce que certaines émissions, on l'a vu ces derniers temps, à charge, clairement, contre l'élevage, contre l'agriculture française. Pourquoi à charge? Les agriculteurs comme moi, des fois, on le ressent presque comme une agression parce qu'on est fier de ce qu'on fait. Et j'ai envie de dire que le consommateur français, il peut se rassurer. L'agriculture française, c'est sûrement la plus, c'est pas sûrement, c'est sûr, c'est la plus vertueuse mondialement. Voilà. Et justement, on va voir que
il y a ce qu'on appelle un autre point de repère. Hein. Pour nous, ça se passe sur l'étiquette, justement, notamment, avec des labels, des signes de qualité. Alors notre région, elle est quand même la première pour les produits agricoles de qualité, avec désormais 69 appellations d'origine protégée, 64 indications géographiques protégées et 27 labels rouges. Imaginez, c'est quoi exactement ces labels de qualité, François Vanton? Alors ces labels de qualité, vous les avez cités, ce sont les AOC, les AOP, les IGP, les indications géographiques protégées, les labels rouges, l'agriculture biologique, un dispositif national et européen encadré par les pouvoirs publics et qui a pour objet, d'une part, de permettre l'information des consommateurs, de leur garantir un certain nombre d'éléments en termes de typicité, d'origine, de qualité, de respect de l'environnement. Mais au-delà, c'est avant tout, j'ai envie de dire, le moyen pour bon nombre d'agriculteurs de trouver à travers leur activité. Justement, je pense le port noir du Périgord sur vos propos qui font Port noir de Gascogne. De Gascogne, pardon. Bigorre, pardon. Port nord de Bigorre. Excusez-moi, c'est sur la rime, qui fait partie des fleurons de notre région. C'est avant tout un moyen de capter de la valeur ajoutée pour nos exploitations. On met souvent en avant un nombre important, effectivement, nous venons de le faire, de démarches qualité. Souvent avec l'envie de mettre en avant l'aspect prestigieux que cela peut représenter. Avant d'être du prestige, les signes officiels de qualité, dans nos terroirs, c'est de l'économie. On va en parler. C'est la capacité que les agriculteurs se sont donnés de créer de l'économie, de l'emploi, de la richesse, de la valeur ajoutée dans leur territoire. Alors on va en parler, mais d'abord on va voir si les consommateurs ici qui sillonnent les allées et les stands du Salon de l'Agriculture, finalement ça les rassure, ces signes de qualité. Voyez ce reportage de Marc Ratura et Luc Tazelmati. De la plus récente appellation attribuée cette année au port noir de Bigorre à la plus ancienne, l'Ail Rose de Lautrec, la motivation des consommateurs est claire. La qualité motive leur achat. Je connais la réputation de l'Ail Rose de Lautrec. Je connais aussi d'autres régions productrices et j'aime bien la qualité. Ça ne nous embête pas de payer plus cher parce que les autres qui sont moins chers, après ils vont à la poubelle parce que ça sent mauvais. Ça sent pas bien, ça sent pas l'ail, les vrais ail. C'était quelque chose d'assez exceptionnel, c'est un cochon noir, etc. Donc c'est assez intriguant. Donc voilà, j'avais envie de découvrir cette race que je ne connaissais pas auparavant. Ça nous rassure énormément, ça, voilà. Tout ce qui est AOC, AOP, pour nous, c'est des labels qui sont vraiment, qui sont reconnus, voilà. Le port noir de Bigorre étrenne sa toute nouvelle AOC, appellation d'origine contrôlée, mais il lui a fallu 13 ans pour l'acquérir. L'appellation d'origine, elle vient valider notre savoir-faire. Elle vient aussi nous aider à nous protéger dans notre démarche parce que, évidemment, plus notre notoriété va grandir et plus on va susciter des envies. Alors les envies, il faut qu'elles se développent dans le cadre de l'appellation d'origine et que l'on se protège un peu autour. 50 ans de label rouge, 20 ans d'IGP dans le Tarn, l'Ail Rose de Lautrec fait vivre 160 producteurs. C'est des contraintes pour le producteur, c'est sûr, mais à un moment, il faut savoir ce qu'on veut. Effectivement, avec le label rouge, ça nous permet de valoriser notre travail davantage, d'être reconnu, donc de le vendre, de l'écouler plus facilement, puisque ça permet d'avoir un regard vis-à-vis du consommateur. En Languedoc-Roussillon, Midi-Pyrénées, 240 labels de qualité participent à l'aménagement du territoire, ce qui en fait la plus grande région en Europe dans le secteur. Le port d'or du Périgord, de Bigorre, je vais y arriver. Vous en voulez avec ce Périgord? On l'adore, la Bigorre, la Bigorre, on l'adore, aussi bon que le jambon d'Estremadure en Espagne. Et je le dis à souhait parce que je vais me retourner vers Vincent Labarthe, qui a aussi une autre casquette puisqu'il est président de l'association des régions d'Europe pour l'origine, donc il doit travailler de temps en temps avec ses voisins espagnols. Mais est-ce que c'est vraiment un travail important pour faire connaître tout ceci auprès de la Commission européenne ? C'est un travail très important que nous devons mener avec de réelles convictions. Si on veut également gagner des parts de marché à l'export, quand on connaît les anglo-saxons et leurs habitudes de consommation, ils ne sont pas très rompus, si vous voulez, à aller chercher la qualité telle que nous on l'a définie. Et pourtant, on sait que ce sont des marchés porteurs sur lesquels il nous faut être. Et c'est la raison pour laquelle, auprès de la Commission européenne, nous faisons un travail de lobbying important auquel je tiens beaucoup et qui sert l'ensemble de ces productions. Ce qui veut dire que l'origine, quelque chose qu'on repère, c'est important pour le consommateur européen et international aujourd'hui.
De plus en plus, c'est indispensable. Et puis ça permet aussi au territoire de l'ensemble de l'Europe de pouvoir, bien que ce soit quand même la France bien sûr, mais aussi l'Italie et l'Espagne qui soient le plus en avance sur ces questions-là. Mais ça sert encore une fois sur des territoires qui ne jouissent pas des mêmes atouts que d'autres de pouvoir maintenir des productions. Alors tout le monde brandit cet étendard de la qualité, Mathieu Rodier, mais est-ce qu'il n'y a que des avantages, que des atouts pour vous les agriculteurs là-dedans où il faut nuancer le tableau? Oui, moi je voulais revenir sur ça. Quand on voit ces chiffres, ça prouve quelque chose quand même. Ça prouve que les agriculteurs, ils se sont déjà engagés dans ces filières qualité. Et quand on dit filière de qualité, c'est pas assez souvent mis en avant, mais c'est avant tout des cahiers des charges, des contraintes de plus de production pour l'agriculteur. Donc derrière ces contraintes, cette production de qualité qui arrive, elle est là pour rémunérer plus l'agriculteur. Si derrière, elle ne le rémunère pas assez, ça ne pourra pas continuer. Alors, je me retourne au sein des jeunes agriculteurs et même de ma ferme. On fait beaucoup de communication grand public autour de ça. On se retourne souvent vers le consommateur. Parce que le consommateur, est-il prêt à payer plus cher? Voilà, il a un peu un double jeu. Parce qu'il dit, oui, il faut produire de qualité, on veut ces produits de qualité. Mais quand c'est le moment de passer à la caisse, la première qualité pour lui, c'est souvent le prix. Alors c'est là que le bas blesse un peu pour les agriculteurs de notre région qui essaient de tirer parti de la valeur ajoutée de ces produits de qualité. Très rapidement, il y a une quinzaine d'années, la Chambre d'agriculture de Lozère avait lancé la marque de Lozère. Est-ce que ça marche bien? C'est une toute petite marque pour évidemment des volumes pas très importants. Est-ce que vous y adhérez, vous, en tant qu'agriculteur? Oui, des petites marques comme ça, bien entendu qu'elles marchent parce que c'est des petits marchés de niche qui ont fait leurs preuves. On peut en citer plein. Je vois l'Aligo de l'Aubrac devant moi, la coopérative Jeune Montagne, c'est sûrement un très bel exemple. Le bœuf fermier Aubrac chez nous, c'est pareil. Des exemples, il y en a plein. Vous êtes très lozérien. Oui, il y a aussi je peux parler en gardois, etc. Je parle plus facilement de ce que je connais. Très bien. Mais bien évidemment qu'elles permettent de mieux s'en sortir. François Ventolon, ici retrouve le consommateur dans tous ces logos sur les étiquettes, tous ces signes de qualité. Alors, c'est certain, c'est l'interrogation que nous avons souvent. C'est difficile de faire valoir et de faire connaître le dispositif en tant que tel. Ce qui est important, c'est que le consommateur se retrouve sur des produits qui portent un nom. Alors, on vient de voir ce jambon de Noir de Bigorre qui porte l'AOC. Peu importe finalement de communiquer sur l'AOC, ce qui est important, c'est le nom que ce produit porte et la fierté qu'il procure au producteur qui en est à l'origine. Alors cette matière première, il faut évidemment la transformer. On va jeter un coup d'œil sur ce que représente l'industrie agroalimentaire dans notre région. 7000 établissements de transformation, vente, voire distribution. Ce qui nous classe finalement 3e région agroalimentaire de France. On est à quel niveau, Vincent Labarthe? Est-ce qu'on peut aller plus loin pour développer, commercialiser nos produits? On se situe comment? Oui, je pense qu'on peut aller plus loin, effectivement. Nous avons aussi des soucis, ne serait-ce que sur la production porcine. Le Noir de Bigorre est un exemple, mais nous avons aujourd'hui la production porcine sur nos régions, c'est 98% de soucis de qualité. Donc nous avons aujourd'hui des problèmes d'approvisionnement parce que nous n'avons plus d'éleveurs. Alors que la demande est là, alors que grâce à ce système, on a réussi d'abord à conserver un peu de plus-value pour nos éleveurs, bien qu'ils souffrent énormément. Mais je pense qu'on a la descendance est là, regardez, on voit voilà, ça arrive, hein, ça c'est les prochains qu'on va manger. Ça. On a la capacité effectivement d'aller plus loin, il faut organiser le secteur, aller chercher des marchés à l'export. C'est d'ailleurs un rôle qui est aujourd'hui dévolu aux régions. Et puis je voudrais dire, pour le peu d'expérience que j'ai quand même mené une action en Chine avec la marque Sud-Ouest dont on parlera tout à l'heure. Et il faut se rendre compte de ce que représentait la France à l'étranger. La France à l'étranger, c'est l'excellence sanitaire, c'est l'excellence de la qualité alimentaire. Sachons nous servir de ça avec autant d'atouts comme nous en avons en région pour pouvoir démarquer nos produits et conforter nos agriculteurs. Alors on est toujours au Salon de l'Agriculture ici, porte de Versailles à Paris, où on va parler évidemment de Midi-Pyrénées et de Languedoc-Roussillon. Stéphane, alors justement, est-ce qu'unis, on peut être plus fort face aux grands distributeurs notamment? Est-ce qu'on peut être aussi plus visible dans le grand champ français? C'est le questionnement de la 3e et dernière partie de cette émission. Quelle dynamique pour notre grande région agricole? Je crois que Vincent Labarthe a déjà commencé à évoquer le thème. Justement, est-ce qu'il y a un imaginaire mondial qui accorde à la France toutes ces vertus de l'élégance d'être, du bien recevoir, du bien vivre? Vous le constatez, vous, lorsque vous faites les salons à travers l'Europe?
J'en suis persuadé. Et je trouve qu'on ne se sert pas suffisamment de cet atout, du regard qu'ont les populations étrangères, mais surtout sur la qualité sanitaire. C'est vrai que c'est une grosse contrainte pour les éleveurs, je sais ce que c'est. La crise de la vache folle est passée par là, mais croyez-moi que de la plupart des continents du monde, on a un regard particulier sur cette excellence sanitaire. François Purseigle, notre grande région Languedoc-Roussillon, Midi-Pyrénées, notre grande région agricole, est-ce qu'elle signifie d'ores et déjà quelque chose? Est-ce qu'elle a une logique? Elle a plus qu'une logique, elle incarne d'une certaine manière la coexistence d'une diversité d'entreprises agricoles. Vous avez tout à la fois des agricultures tournées vers, non peut-être pas les terroirs, mais vers les territoires, plus réactives, spécialisées. Une agriculture qui est aussi tournée vers des marchés beaucoup plus globaux. Et c'est aussi ça l'enjeu de notre région, que de faire coexister l'ensemble de ces structures d'exploitation qui ne renvoient pas forcément à des modèles. Ça veut dire qu'il faut sécuriser l'ensemble de ces marchés, pas un marché mais des marchés. Comme je le disais tout à l'heure, il n'y a pas une solution mais des solutions pour cette grande diversité. Et d'une certaine manière, Languedoc-Roussillon Midi-Pyrénées incarne plus que jamais la région agricole par excellence, la diversité des modèles, la coexistence des profils. Justement, excusez-moi si c'est un poncif, on sait bien produire, mais est-ce qu'on sait bien vendre? Ou on apprend à bien vendre? Ah bon, là, il y a un enjeu qui est fort. Je pense que les agriculteurs de Midi-Pyrénées comme du Languedoc-Roussillon, comme tous les agriculteurs en France, doivent peut-être se réapproprier les questions marchandes. Là, il y a un enjeu fort en termes de formation des agriculteurs, mais aussi des cadres de l'agriculture. Il faut que les agriculteurs ne se laissent pas déposséder de la distribution. Et on le voit bien, il y a des initiatives qui sont très intéressantes, portées par des collectifs, des coopératives. Et je pense que les collectivités territoriales ne doivent qu'accompagner ces initiatives. Je pense que là, il y a un enjeu fort aussi dans la réappropriation des marchés, dans la connaissance des marchés et dans l'ouverture sur le monde. Mathieu Rodier, sur ce thème de la réappropriation des marchés par les agriculteurs eux-mêmes. Oui, moi je suis tout à fait d'accord avec ce qui vient d'être dit avant. La région Languedoc-Roussillon Midi-Pyrénées donc a de sérieux atouts pour devenir, on va dire, je suis chauvin, mais sûrement la référence des régions agricoles de par ses produits de qualité. Se réapproprier les marchés, on peut toujours s'améliorer, bien entendu. Moi, j'ai plus envie de basculer, on va dire, sur le côté agricole. On a vu qu'on était capable de produire de la qualité. J'ai envie de dire maintenant, facilitons-la. C'est-à-dire facilitons l'installation. Essayons de diminuer les contraintes pour les agriculteurs. Je pense par exemple aux loups pour l'élevage, au problème de l'eau. On est une région du sud de la France, on va être de plus en plus confronté au problème de sécheresse. Il faut que nos politiques nous comprennent et nous aident pour ce stockage de l'eau, pour pouvoir produire de la qualité tout en restant compétitif. Justement, sur les problématiques que vous avez évoquées, les contraintes administratives, les problèmes de l'eau, il y avait Aquadomicia en Languedoc-Roussillon, etc. Il y a des réponses qui vous appartiennent, d'autres qui ne vous appartiennent pas. Mais est-ce qu'il y a du temps pour qu'un jeune garçon comme Mathieu et d'autres agriculteurs soient aussi des commerciaux et aillent vendre leurs produits? Oui, bien sûr. La région a aussi maintenant dans ses compétences l'internationalisation des entreprises. Donc sur ce volet promotion, commerce international, il faut effectivement qu'on soit présent. Le sociologue disait chacun à sa place, la région en support et les agriculteurs, j'allais dire, tous les devant. marchés existent. Le marché de proximité, terme circuit court, mais aussi la nécessité de pouvoir bâtir des filières longues. Et là, la région a un rôle à jouer pour les aider à s'exporter. Là, je pense qu'il faut effectivement être conscient de ce besoin qui est aujourd'hui essentiel dans un marché qui s'est mondialisé, globalisé. Donc c'est du global au local, c'est ça l'idée. Et donc il faut qu'on arrive à construire à l'échelon manquant. Maintenant, sur les 30 glorieuses, effectivement, ce qu'a peut-être manqué l'agriculture dans son formidable développement, c'est peut-être de ne pas conserver la mise en marché et de pouvoir le déléguer à d'autres qui, évidemment, ont été chercher la plus-value. Aujourd'hui, quand on produit, je suis agriculteur et je peux vous le dire, quand on produit en agriculture, on ne sait pas combien on va vendre. Et ça, on est un des seuls secteurs de l'économie à pouvoir encore devoir fonctionner comme ça. Alors, vous venez de parler de l'export à l'instant. On va regarder ce reportage que vous avez réalisé, Stéphane, autour de l'exemple du vin. Nous sommes rendus notamment dans un autre salon, Vinisud à Montpellier, et on a pu se rendre compte là-bas et dans les coopératives des changements que cet objectif monde a entraîné sur notre manière de concevoir les vins. C'est un reportage que vous avez réalisé avec Benoît de Tuny et Philippe Sportiche. Vinisud est le salon où tout le monde se presse, une aura internationale à laquelle
la cave coopérative de Saint-Laurent de la Caboris participe. Se faire connaître, rayonner, multiplier les réseaux. La petite structure, avec ses 6 employés et sa centaine de coopérateurs, déborde d'énergie. En discussion avec un acheteur allemand, le directeur est à son écoute. Tous ces jeunes visages de la viticulture témoignent d'une appétence pour l'exportation, faire des produits qui plaisent au palais du consommateur. Voici la mutation culturelle vécue par la profession. C'est extrêmement difficile parce qu'il faut déguster avec lui et les mots qu'il va utiliser ne sont pas forcément synonymes de la même chose pour nous. Par exemple, quand il va dire qu'un vin est trop costaud, ça va peut-être plus une question d'acidité. Donc c'est ça qu'on essaie de rééquilibrer. C'est à force de travail, de dégustation, il faut qu'ils viennent, il faut qu'on aille les voir. Et on échange comme ça et petit à petit on arrive à l'adapter et à le faire passer à nos coopérateurs qui vont faire tel type de produit pour tel type de marché. Terminé donc le temps où l'expression de la vigueur était au rendement hecto. Ici en Corbière, la crise des années 2000, marquée par un arrachage massif, a reposé la donne. Muter ou ne plus être, et ce sans abîmer l'idée de coopération. Car Saint-Laurent de la Caboris, c'est une histoire de plus de 100 ans, un enracinement dans le terroir qui aujourd'hui, par la qualité, est un passeport vers l'imaginaire, cette plus-value pour le vin devenu un produit culturel. Il a donc fallu beaucoup d'efforts, apprendre notre métier, mais le résultat est là, l'export a été question de survie. Il fallait absolument renouer avec la qualité, l'encépagement. Et donc, je pense qu'aujourd'hui, si la cave à l'époque faisait dans les 45 000 hectos, aujourd'hui on est tombé à 20 000 et peut-être un peu moins. Donc il fallait absolument se diversifier et faire dans la bouteille quoi, des produits de haut de gamme. Aujourd'hui, 61 bouteilles des vins de la région se vendent à la seconde et le marché chinois a explosé. Les exportations ont augmenté de 676%. À Saint-Laurent, l'export ne signifie pas délaisser le marché national. Il s'agit de tisser un tout dont les effets concernent et le présent et l'avenir. L'idée, c'est d'installer des jeunes et de mixer les cultures générationnelles. C'est un peu comme une équipe de rugby. Il y a les anciens qui enseignent les jeunes et qui les poussent vers l'avenir. Nous, l'export, c'est important. Je pense qu'il faut y travailler. L'Asie, maintenir l'Asie, la Chine et travailler sur l'Europe. Pour les viticulteurs de Saint-Laurent de la Caboris, le soleil se lève à l'Orient. Le monde est une partie de l'avenir pour les petits villages viticoles des Corbières. Il a fallu renouer avec la qualité, nous dit un des viticulteurs qu'on a entendu, et une belle citation de votre part. Stéphane, le monde, c'est l'avenir de notre agriculture. Est-ce que c'est vrai de votre point de vue, François Ventelon? Oui, probablement, en tout cas pour un certain nombre de produits, mais on vient de le voir, renouer avec la qualité, c'est un élément stratégique pour l'avenir de notre agriculture. Vous savez, au-delà même de la viticulture, 85% de notre territoire est classé en zone défavorisée. C'est-à-dire que notre agriculture subit un certain nombre de handicaps naturels, climatiques, liés au relief, dont on a parlé, liés à la nature des sols, à la profondeur des sols. Et donc, nécessairement, il y a pour nos productions un enjeu de positionnement sur des démarches très, très qualitatives qui permettent de valoriser les produits. Vincent Labarthe, les viticulteurs parlent très souvent en Languedoc de l'importance pour eux de Sud de France. On a entendu les chiffres, 676% de plus de cols de bouteilles vendus en Chine sur 8 ans. Que fait-on de la marque au niveau de la région? On garde la marque, il y a deux marques qui sont en concurrence, en tous les cas en parallèle. Quel est le souhait du vice-président de l'agriculture sur la question? On va vous déstabiliser ou pas? C'est aussi, non, pas du tout, je ne suis pas déstabilisé, c'est aussi le choix de la présidente et de la majorité. Je crois que non seulement on va garder Sud de France, mais on va le développer. C'est un enjeu majeur. Sud de France a aujourd'hui une notoriété qui est reconnue à travers le monde. Nous avions effectivement une autre marque côté Midi-Pyrénéen qui est la marque Sud-Ouest, beaucoup moins avancée, mais sur laquelle nous allons aussi continuer de capitaliser, animer les deux marques depuis l'outil Sud de France. Mais nous ne pouvons pas renoncer au Sud-Ouest par rapport à l'identité d'une partie de cette région. Mais une région qui est plus grande que 13 pays d'Europe peut très facilement porter de marques. Monsieur Labarthe, on a les AOC, AOP. La marque, est-ce qu'on ne va pas perdre un peu le consommateur avec tout ça? Non, je ne pense pas, parce que le consommateur... Alors c'est vrai que parfois le consommateur, ça a été dit tout à l'heure, il y a le problème de l'opinion et du comportement. Enfin, d'une manière générale, surtout sur les vins, on s'adresse à des consommateurs qui savent parfaitement ce qu'ils achètent. Sud de France est un outil de promotion,
notamment à l'export, qui doit pouvoir amener un plateau complet avec une segmentation qui puisse intéresser l'ensemble du marché. Et croyez-moi, le consommateur averti trouvera ce qu'il veut. Mathieu Rodier, on vient de parler du monde. Est-ce que ça vous parle, vous, l'export, etc. À l'heure où c'est un peu le paradoxe, finalement, on parle aussi d'avantager les circuits courts. Oui, moi je pense que l'exportation, tout développement commercial est bon à prendre, dans tous les cas. On parle de la marque Sud de France, je vais parler de ma petite expérience. Je suis adhérent Sud de France. Ça m'apporte bien entendu un plus pour mes produits qui sont, on va dire, catalogués sur un territoire. Et ça m'apporte bien plus que ça quand on travaille en groupe. Ça a l'avantage de proposer une gamme aux consommateurs. Moi, mon fromage de chèvre, si je le présente tel quel, bien entendu, il est vendu. Mais si on le présente avec un pic Saint-Loup, un peu de charcuterie et ainsi de suite, eh bien, c'est bénéfique pour tout le monde, je pense. François Purseigle, on a vu un jeune coopérateur qui est vice-président de sa cave, il s'appelle Baptiste, il a 23 ans. Oui. Il dit, on a la transmission et nous on pousse pour aller sur les marchés. Est-ce qu'on est à un moment crucial, comme dans les années 60, on a une nouvelle génération d'agriculteurs qui apparaît avec une autre philosophie? Si tant est qu'elle fait du projet d'entreprise le projet phare de l'entreprise agricole. C'est-à-dire qu'il ne faut pas que le projet patrimonial prenne le pas sur le projet d'entreprise. Oui, on a des jeunes qui sont de mieux en mieux formés et il faut qu'ils se forment davantage, je le disais tout à l'heure, au marché. Il faut qu'ils se forment davantage à l'ensemble des circuits de commercialisation. Vous parliez tout à l'heure des circuits courts. Il y a des circuits courts, mais les circuits courts s'imbriquent aux circuits longs. C'est beaucoup plus complexe qu'on pourrait le penser. Mais ça veut dire que les gars doivent avoir 10 métiers dans un seul alors? Oui, sur une exploitation, parfois on développe des circuits courts. On développe aussi au même moment des circuits longs. Vous avez bon nombre de viticulteurs qui sont tout à la fois sur leur exploitation pour vendre leur vin et une semaine après aussi, en Chine pour développer de nouveaux marchés. C'est aussi ça la globalisation, c'est aussi ça les mondes agricoles. C'est pas opposer des circuits les uns aux autres, des systèmes les uns aux autres. C'est un peu plus compliqué que ça, mais il est vrai qu'on a des jeunes qui ont tout intérêt de toute façon à jouer la carte de la globalisation et non pas de l'enfermement. Le terroir ne doit pas être l'enfermement, la France éternelle des champs. C'est beaucoup plus compliqué que ça doit être synonyme d'ouverture et de diversité. La qualité là-dedans, François Ventelon, on vient de parler circuit court, export, etc. Est-ce qu'on procède de manière différente en fonction de l'option commerciale qu'on choisit pour préserver cette qualité? Oui, probablement. On a de toute façon sur ces produits de qualité des valorisations sur des circuits de niche. À l'international comme dans notre épicerie en bas de chez nous. Comme à l'échelle tout à fait locale. Ce qui est important, c'est la valeur que portent les produits et le prix que cette valeur peut leur donner. Là, les choses sont dites. Vincent Labarthe, justement, comment vous voyez, vous, la politique régionale en matière d'agriculture pour exporter? Parce qu'on a tellement de filières sur le territoire. Comment vous allez faire justement pour porter le message de la qualité agricole? Dans chaque filière, la marque, etc. Quelle est votre vision? On est forcé d'avoir plusieurs visions parce qu'il y a une telle diversité, si vous voulez, c'est énorme, oui. On est obligé d'avoir plusieurs manières d'accompagner le développement et porter effectivement à l'export. Les filières longues comme les filières courtes nécessitent une véritable souplesse. Donc il faut qu'on puisse répondre à ces attentes, mais on le fait très facilement dans les outils qui existent, ne serait-ce que ce qui est fait à travers Sud-France ou Sud-Ouest France. On a cette capacité effectivement de pouvoir aider, encore une fois, pour proposer, comme l'a très bien dit notre représentant des jeunes agriculteurs de Lozère, pour proposer un panel de produits qui puisse intéresser beaucoup plus de consommateurs. Donc l'idée de la gamme, grosso modo, comme on dit en marketing. Exactement. Okay. On arrive déjà vers la fin de cette émission, Stéphane. Passe vite, oui, le temps passe vite ici, surtout dans ce tourbillon de la porte de Versailles. Je vais vous poser la même question à chacun pour conclure cette émission sur notre grande région agricole. C'est quelle est, selon vous, finalement, la priorité qu'il faudrait mettre en place aujourd'hui pour affirmer et renforcer l'identité de notre grande région agricole, François Purseigle? Affirmer l'identité, je ne sais pas si c'est forcément l'objectif numéro 1. Je pense qu'il faut jouer la carte peut-être de la mutualisation des outils de production. Il faut accompagner les jeunes dans de nouveaux dispositifs d'aide et de soutien à l'installation. Il faut sécuriser certains marchés. Je pense qu'il n'y a pas, comme je le disais tout à l'heure, une solution, il y a des solutions possibles, il y a une diversité de dispositifs de politique publique à mettre en place, il y a aussi les agriculteurs en grande souffrance, en grande détresse. Peuvent-ils relever d'une politique économique? Certainement pas. Il faut mettre en place aussi de nouveaux outils de politique sociale.
pour accompagner ces agriculteurs-là également, tout comme on accompagnera économiquement des agriculteurs, des agricultures qui marchent mieux. Mais je pense qu'il faut repenser aussi l'entreprise, l'entrepreneuriat. Il faut que les régions, la région accompagne davantage le projet d'entreprise des agriculteurs. Justement, la région, Vincent Labarthe, votre priorité? Alors notre priorité, ou du moins ce que je crois utile à notre agriculture pour pouvoir traverser l'état moderne qui se présente devant elle, c'est beaucoup d'innovation, comme a toujours su le faire l'agriculture. On n'en a pas beaucoup parlé ce soir, mais je crois que c'est une des caractéristiques de l'agriculture française et régionale précisément. Une coopération qui se développe également, alors peut-être à des échelles différentes. On a une coopération qui s'est mise en place sur le secteur primaire, c'est-à-dire dans les exploitations agricoles, mais qui peut peut-être aussi se développer pour répondre aux problématiques économiques, mais aussi sociales. C'est un véritable souci, et tout ça autour de l'identité qui, je crois, restera un marqueur sûr pour l'avenir de l'agriculture de cette région. Rapidement, François Vantelon, la qualité, c'est la priorité d'après vous, ou une des portes de sortie, comme on a dit? Je crois que c'est une des priorités. Je crois que c'est une des priorités. On l'a dit tout à l'heure, il y a des schémas de production, il y a des circuits courts, il y a des circuits longs, il y a toujours, quels que soient les schémas, une recherche de valeur ajoutée et de création de richesse à l'échelle de nos régions. Mathieu Roudier, votre priorité pour terminer? Moi, je pense à la qualité, bien entendu, mais je crois que la qualité, on y est déjà. La priorité pour moi aujourd'hui, c'est de sortir, que les politiques fassent tout pour que le monde agricole sorte de cette crise économique et voilà, qu'il y ait moins de contraintes, qu'on fasse tout pour inciter et développer notre agriculture, et après la qualité et tout le reste suivra. Moi, ce que j'ai envie de dire, c'est croyez à vos agriculteurs et ils vous le rendront très bien. Merci à vous, messieurs, d'avoir accepté ce débat et qui finalement donne plutôt le moral. Hein, oui, évidemment, très positif. Vos amis sont arrivés. Ah, ça y est, alors on a le moral. On va terminer en musique avec une bandasse gersoise, évidemment. Condon, évidemment. Peña, Cali et Calimucho nous ont rejoints. La semaine prochaine, on défusionne, Vous Stéphane. prendrez bien une petite olive quand même pour terminer, Oui, du bien Languedoc. sûr. La semaine prochaine, oui. Front National à Montpellier avec Julien Sanchez, le maire de Beaucaire. Nous parlerons de la grogne des jeunes en Midi-Pyrénées, les jeunes qui vont défiler la semaine prochaine. Et on se quitte en musique avec ces bandas du Gers. Oui. Les À bientôt. Peña, Cali et Calimucho. À la semaine prochaine.